Haruki commença à expliquer sa philosophie comparant les explosions à une forme D, énergie colossale mais incontrôlée. Il pensait que si cette énergie pouvait être maîtrisée, elle deviendrait une immense force capable de sauver des dizaines de milliers de vies, d'éclairer et de protéger une ville entière. Haruki proclama qu'une nouvelle ère était née, où les humains n'auraient plus à lutter contre les limites de la nature. Cependant, il admit aussi franchement qu'il ne nourrissait pas une telle foi élevée. Face à l'explication énigmatique d'Haruki, Chiron parut perplexe, et pensa que si Haruki avait tout clarifié dès le début, il n'aurait pas mal compris ses intentions. En réponse, Haruki révéla le véritable but du combat, voir quel genre de personne était Chironé. Quelqu'un qui ne fait que brandir le pouvoir, ou quelqu'un qui comprend la peur qui l'accompagne. En entendant cela, Chiron fut stupéfait et sidéré. Une larme coula sur sa joue alors qu'il réalisait soudain le véritable sentiment d'Haruki. Il comprit qu'Haruki avait peur. Peur de lui-même, de devenir une force incontrôlable. Finalement, Haruki affirma que la défaite de Chiron face à lui prouvait que la volonté de ce dernier était devenue vérité. Au milieu de la foule, Haruki déclara que la seule personne capable de l'arrêter était Chiron. Il affirma également que si Chiron n'assumait pas cette responsabilité, il ne ferait plus un seul pas en avant. Le geste d'Haruki fit parler les apprentis alentour, tandis que Chiron était complètement déconcerté par cette proposition abrupte. Il ne parvenait pas à savoir si Haruki était un rêveur ou un pragmatique. Cependant, Chiron réalisa une chose certaine. La peur qui brillait dans les yeux d'Haruki était bien réelle. Comprenant le fardeau de son ami, Chiron prit la main d'Haruki. Il promit que si le moment où Haruki perdrait le contrôle arrivait vraiment, il serait sans faute celui qui l'arrêterait. Leurs promesses et leurs poignées de main provoquèrent une onde de choc. Les autres apprentis, y compris Neide, hurlèrent étonnement devant cette scène incroyable qui se déroulait. Au milieu de l'atmosphère tendue, Neide éclata de rire de bon cœur, déclarant que Chiron et Haruki étaient vraiment cool. Il exprima sa fierté d'avoir de tels amis devant les autres étudiants. À ce moment-là, la professeure Etela appela Chiron par son nom, lui demandant de la suivre un instant. Bien que quelque peu surpris, Chiron accepta et se sépara de la foule pour l'accompagner dans un endroit plus isolé. Dès qu'ils furent seuls, Etela saisit brusquement l'épaule de Chiron, le visage paniqué. Elle lui demanda s'il réalisait ce qu'il venait de faire et s'il avait vraiment l'intention de s'engager sur cette voie. Chiron fut stupéfait par sa réaction véhémente et sa question. Etela expliqua avec anxiété que l'endroit où il venait de mettre le pied, le domaine spirituel qu'il avait accepté, le transformerait et qu'il ne serait plus lui-même. Face à cet avertissement grave, Chiron comprit finalement la gravité de sa promesse. Il s'excusa, confus, admettant qu'il ignorait à quel point la situation était dangereuse. Etela le regarda, l'inquiétude toujours profonde, tandis qu'elle l'appela de nouveau par son nom. Etela continua d'expliquer à Chironel l'état dangereux qu'il avait atteint. Elle révéla que C était un domaine au-delà de tout nombre, connu sous divers noms. Le domaine infini, la fonction immortelle, et pour les moines, C était le nirvana. Ce dernier nom laissa Chiron complètement stupéfait. Son visage pâlit, tandis que la terrible vérité lui apparaissait. Il réalisa soudain un paradoxe effrayant. Bien que les êtres humains puissent atteindre l'infini, une fois cela fait, ils se dissoudraient dans le néant. Le souvenir de ce moment revint violemment. Chiron se remémora la scène qu'il avait vue dans le monde, au-delà des nombres, un espace vide, d'une immensité terrifiante. Cet espace l'avait soudainement et irrésistiblement aspiré, le plongeant dans un tourbillon chaotique d'énergie. Les jours suivants, le cauchemar de l'espace infini le tourmenta de nouveau. Depuis qu'il avait mis les pieds dans ce dangereux territoire, ce rêve terrifiant était devenu une obsession constante. Avec cela, une étrange sensation survenait parfois, faisant trembler ses mains de manière incontrôlable et renversant même son verre d'eau. Chiron se serra la poitrine, se demandant avec anxiété ce qui lui arrivait réellement. Assis, abattu, parmi ses amis, Chiron parvint à la terrifiante conclusion qu'il était peut-être hanté récemment. Dans la salle commune du club, Chiron semblait extrêmement confus et grave, s'efforçant d'expliquer ses craintes à Haruki et Neide. Il affirmait être très sérieux quant aux problèmes spirituels qu'il rencontrait, mais Neide se contentait de s'allonger sur le canapé et de rire, pensant que Chiron en faisait trop. Cependant, Haruki écoutait attentivement. Il écarta les moqueries de Neide et valida les inquiétudes de Chiron. Il commença à rappeler les détails du cauchemar que Chiron avait raconté. Dans ce rêve, Chiron se voyait dans un espace sombre et vide, où les étoiles étaient aspirées dans un néant indéfini. Chiron confirma avec agitation. Il ajouta qu'à la fin du rêve, après un événement de destruction, il ne restait qu'un seul filament de lumière. Ce filament de lumière pulsait rythmiquement, comme un battement de cœur. Après avoir écouté tout le récit, Haruki commença à analyser logiquement. Il estima qu'étant donné l'ampleur et la vitesse des événements du rêve, cela dépassait la capacité de prédiction de quiconque sur ce continent.
Haruki, dans son rôle au sein du groupe de recherche, émit une hypothèse audacieuse. Il suggéra que si cet espace onirique était un lieu réel, alors les phénomènes dont Chiron avait été témoin étaient précisément ce qui se passait dans l'espace extra-atmosphérique. Cette explication laissa Chiron et Neide stupéfaits. Chiron s'exclama avec étonnement, incapable de croire la conclusion d'Haruki. Chiron était toujours perplexe, se demandant comment il avait pu rêver de l'espace, un endroit qu'il ne connaissait que par les livres sans jamais l'avoir vu. En l'entendant, Neide l'interrompit soudainement et d'un ton catégorique. Il affichait un sérieux inhabituel, ce qui ne manqua pas de surprendre Chiron. Neide expliqua qu'il avait déjà entendu parler d'un cas similaire. Il commença à raconter l'histoire d'une expérience de transfert d'âme qui avait eu lieu 200 ans auparavant. Le sujet de l'expérience était un condamné à mort, et son but était basé sur l'hypothèse que si l'âme d'une personne pouvait être matérialisée, le courant électrique serait capable de la désintégrer. Le participant à l'expérience fut enfermé dans une boîte métallique hermétique, puis un courant électrique extrêmement puissant fut introduit. Cependant, en raison de son caractère inhumain, l'expérience fut suspendue. Le plus étonnant fut que le condamné à mort survécut et se réveilla après un mois. Une fois réveillé, cette personne acquit soudainement des connaissances sur des terres lointaines, des nations en dehors du continent, dont il n'avait jamais entendu parler ni visité auparavant. Chiron fut extrêmement étonné par cette histoire incroyable. Neide affirma que toutes les informations fournies par le condamné à mort avaient par la suite été vérifiées et confirmées comme étant absolument exactes. Il émit l'hypothèse que le courant électrique n'avait pas détruit l'âme, mais l'avait désintégrée et ionisée, créant un champ électromagnétique. Neide suggéra que cette puissance avait attiré des informations du monde entier vers le condamné à mort. Il conclut que la sensation étrange que Chiron ressentait pouvait être similaire à ce que le condamné à mort avait éprouvé. Neide expliqua à Chiron que la sensation qu'il ressentait était une forme de perception extrasensorielle. En entendant cela, Haruki se leva brusquement, comme s'il venait de réaliser quelque chose. Il réalisa que la sensation de picotement décrite par Chiron était identique à la sienne, et affirma que était l'explication du fait que Chiron pouvait voir l'univers. Haruki commença à présenter une théorie complexe, affirmant que si l'âme de Chiron était ionisée par l'électricité, cela pourrait provoquer un phénomène quantique. Cela créerait la capacité de transcender l'espace et le temps, un concept qui stupéfia complètement Chiron. Haruki expliqua ensuite le monde microscopique, un lieu plus petit qu'un électron est régi par la probabilité. Si l'on suppose que l'âme est plus légère qu'un électron, elle pourrait exister dans cet état. Il conclut que dans cet état quantique, la corrélation entre le temps et l'espace serait rompue, permettant à une personne de percevoir l'univers extérieur. Neide se montra extrêmement enthousiaste, trouvant que cette théorie s'accordait parfaitement avec la situation de Chiron. Quant à Chiron, il était trop stupéfait pour parler, incapable de croire qu'Haruki pouvait réellement fournir une explication à ce qu'il avait vécu. Après les incroyables hypothèses de ses deux amis, Chiron était profondément admiratif, reconnaissant que, bien qu'ils aient l'air impétueux, Haruki et Neide étaient vraiment une équipe de recherche digne de ce nom. Neide se montra satisfait de ce compliment. Cependant, Haruki, avec calme, considéra que ce était qu'une hypothèse et qu'ils avaient besoin de plus d'informations pour la vérifier. Il se tourna soudain vers Chiron, lui demandant d'être honnête. Chiron fut surpris et déconcerté par le changement soudain d'attitude d'Haruki. Haruki rappela l'incident inhabituel concernant la production de photons de Chiron lors du test du pistolet à vélocité, le liant au moment où il avait commencé à faire des cauchemars toutes les nuits, et il voulut savoir ce qui s'y était réellement passé. Après un moment de silence réfléchi, Chiron décida de révéler sa conversation avec le professeur Etela. Il prononça un terme étrange, la fonction d'immortalité. Neide ne comprit absolument pas de quoi il s'agissait, et se tourna vers Haruki, convaincu que son ami aurait la réponse. Haruki se contenta de regarder Chiron en silence avec un sourire énigmatique, puis éclata soudainement de rire. Il semblait avoir compris quelque chose, affirmant avec joie que tout était finalement causé par la fonction d'immortalité. Après que Chiron a révélé la vérité, Haruki a admis avoir déjà entendu son père parler de la fonction immortelle. Il la décrivait comme une terre de rêve pour les mathématiciens, une fonction qui pourrait être la clé de toute chose dans ce monde. Chiron a rappelé avec inquiétude l'avertissement du professeur Etela concernant son danger, mais Haruki s'est contenté de confirmer calmement, expliquant de manière énigmatique que si elle était dangereuse, était parce que toute chose était aussi le néant. Comprenant tout, Haruki a souri et a taquiné Chiron en disant que pour le vaincre, il aurait besoin d'une capacité extraordinaire comme la fonction immortelle. Voyant qu'Haruki et Neide pouvaient encore plaisanter, Chiron a ressenti un étrange soulagement. Il a déclaré avec détermination qu'il avait décidé de rejoindre le groupe de PC, Recherche sur la science des âmes surnaturelles. Neide a manifesté une joie évidente face à la décision de son ami. Chiron a expliqué qu'il ne voulait plus vivre dans la peur, mais plutôt étudier par lui-même et affronter le problème de front.
Il a exprimé sa conviction qu'avec Haruki et Nade à leur côté, il trouverait sûrement quelque chose. Motivé, Nid a annoncé avec enthousiasme que le groupe surmonterait ensemble la fonction immortelle. Il a également fait part avec joie qu'avec la participation de Chiron, leur groupe avait désormais suffisamment de membres pour devenir une équipe officielle et recevoir un financement. Cependant, Haruki s'est montré plus réaliste, se demandant si les professeurs accepteraient l'intégration de Chiron, car la réputation de leur groupe N était pas très bonne. Ned a balayé cette inquiétude avec assurance, révélant son plan de soumettre secrètement la demande d'adhésion sans que les professeurs ne soient au courant. Bien que Chiron et Haruki aient eu quelques hésitations, Ned les a résolument rassurés et les a invités tous les deux à la cafétéria pour célébrer l'arrivée du nouveau membre. Il a passé son bras autour des épaules de ses deux amis, symbolisant l'unité et le début d'un nouveau chapitre. Après avoir décidé de former un groupe de recherche, Nid a annoncé avec enthousiasme qu'il régalerait tout le monde, mais Haruki a immédiatement rappelé à son ami qu'il n'avait pas d'argent. Ignorant la plaisanterie, Ned a fièrement proclamé la propriété de son groupe de recherche. Il a suggéré qu'ils commencent tous les trois par nettoyer la pièce qui deviendrait leur nouveau quartier général. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que Ned l'espérait. La demande d'enregistrement du groupe « Sciences de l'aile, âme surnaturelle », mentionnant les noms des 3 membres, est tombée entre les mains de la personne la moins souhaitable. La professeure Sienna, surnommée la professeure la plus dangereuse de l'académie, l'a découverte. Elle s'est montrée particulièrement surprise et quelque peu amusée de voir le nom de Chiron sur la tisse Sponsiemi, liste des membres, qui étudiait la fonction d'immortalité, un état mystérieux au-delà de la compréhension humaine.